how concerned is he about impeachment if they get a sticky majority? Well, we've already seen this movie. They've already tried it twice. I'm certain they would try it again. President Trump won't be on the ticket in the 2026 midterms, so GOP leaders are discussing ways to turn out the MAGA faithful. One way to do that, talk up the prospects that Trump could be impeached for a record third time if Democrats take back the House, even though Democratic leaders are so far wary of doing so. My new reporting this morning with my colleague Sarah Ferris details how Trump and GOP leaders are plotting their midterm strategy. Il arrive parfois que différentes sphères du pouvoir convergent de manière inattendue et que le fonctionnement du système change de rythme. Le 17 décembre 2025, lors d'une matinée marquée par des déclarations réglementaires prévisibles, la Chambre des représentants a été surprise par une manœuvre inhabituelle. 7 articles de mise en accusation ont été déposés simultanément contre le président Donald Trump, en vertu d'une procédure d'urgence. Cette prérogative oblige la direction de la Chambre à inscrire immédiatement le sujet à l'ordre du jour pour délibération, empêchant toute tentative de report ou de filtrage politique. L'utilisation de cette clause dans ce contexte a été interprétée comme un signe sans équivoque de rupture avec les normes habituelles de procédure. Il ne s'agissait pas d'une dénonciation isolée ni d'un simple geste. La manière dont les articles ont été rédigés et présentés indiquait une initiative coordonnée avec un soutien juridique et politique immédiat. La gravité institutionnelle est devenue encore plus évidente lorsque, presque simultanément, des juges fédéraux d'autres juridictions ont commencé à publier des communiqués renforçant l'autorité des ordonnances judiciaires rendues contre des personnes et des structures associées au président. Ces avertissements incluaient, de manière inédite, la mention directe de la possibilité de sanctions pour outrage, y compris l'emprisonnement, en cas de poursuite de la désobéissance délibérée aux décisions de la justice. Pour la première fois depuis la fin de son mandat, Donald Trump se trouvait formellement sous la pression de 2 pouvoirs à la fois. Le pouvoir législatif, par le biais de multiples accusations de violations constitutionnelles, et le pouvoir judiciaire, par le biais de l'application directe du principe de coercitivité. La convergence temporelle entre ces fronts n'était pas planifiée, mais l'effet politique et institutionnel a été immédiat. La présentation conjointe et urgente des articles de mise en accusation a non seulement déplacé le centre du débat public, mais a également rompu avec la tradition parlementaire du gradualisme procédural. Historiquement, la Chambre a tendance à se concentrer sur 1 ou 2 accusations centrales à la fois, permettant au processus de se dérouler sur la base d'un récit unifié. Cette fois-ci, le mouvement a été inverse. L'ampleur des accusations, obstruction à la justice, violation de la séparation des pouvoirs, abus d'autorité, atteinte au budget fédéral, entre autres, suggère une lecture systémique de la part des auteurs. Il ne s'agit pas d'un scandale isolé, mais de l'hypothèse d'un comportement institutionnel, corrosif, récurrent. Dans des déclarations ultérieures, les parlementaires qui ont soutenu l'initiative ont justifié la présentation simultanée des 7 articles comme une réponse proportionnée à la complexité des actes attribués au président. Ils ont fait valoir que diviser les épisodes en accusations fragmentées reviendrait à sous-estimer le lien structurel qui les unit. Selon ces législateurs, les preuves ne montrent pas seulement des illégalités ponctuelles, mais une logique de concentration du pouvoir, soutenue par des mécanismes d'obstruction, d'intimidation et d'abus de l'autorité présidentielle. Cette approche modifie l'axe du débat. Au lieu d'une enquête sur des événements discrets, on discute désormais de l'intégrité des frontières constitutionnelles elles-mêmes. La réaction de l'entourage politique de Trump ne s'est pas fait attendre. Dans des interviews et des communiqués publics, ses alliés ont qualifié cette initiative de précipitée et de théâtrale, même si aucun d'entre eux n'a directement nié la gravité des accusations. Ce comportement... You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an... Ce type d'attitude apparaît généralement dans des situations où il existe un risque juridique réel et où une recomposition stratégique immédiate était nécessaire. D'autre part, le silence du président lui-même, jusqu'à la fin de la journée, a été interprété comme une tentative d'évaluer l'impact initial avant de réagir, ce qui, pour certains observateurs, n'a fait que renforcer l'impression qu'il s'agit d'un épisode hors du cours politique habituel. La décision de déclencher ce mécanisme institutionnel en pleine période de vacances parlementaires partielles a également suscité un certain malaise parmi les membres du Sénat et les dirigeants des partis, qui se sont vus contraints de réorganiser leur agenda face à la possibilité que la procédure, une fois approuvée par la Chambre, passe rapidement en jugement devant la Chambre de révision. Cette reconfiguration d'urgence du calendrier législatif
montre que le système politique fonctionne désormais selon une logique de réponse accélérée, ce qui est rare dans les contextes de destitution aux États-Unis. Les procédures, qui s'étendent normalement sur plusieurs mois, se déroulent désormais selon un calendrier que aucune des parties ne peut contrôler complètement. Tout au long de cette journée, les centres de recherche constitutionnels, les cabinets d'avocats spécialisés et les médias ont commencé à établir les parallèles historiques les plus proches de cette évolution. Les comparaisons étaient inévitables, mais aucune n'a pu établir d'équivalence exacte avec ce qui était en cours. En effet, même lors des procédures qui ont conduit à la démission de Richard Nixon ou au procès de Bill Clinton, le facteur judiciaire n'a pas suivi le processus législatif de manière aussi synchronisée. Ici, le pouvoir judiciaire ne se contente pas d'observer, il agit. Et le pouvoir législatif ne se contente pas de délibérer, il accélère. La réaction d'organismes de protection institutionnelle, tels que Members are l'American Bar directed Association to et uphold le and Brennan maintain Center for decorum Justice, in the a House également and to contribué à cease any consolider further l'idée que cet épisode dépasse le cadre du conflit politique. Dans des notes techniques publiées le lendemain matin, ces entités ont souligné l'importance de préserver les protocoles juridiques, même face à l'urgence institutionnelle. L'avertissement implicite est que le système peut être mis à l'épreuve dans les deux extrêmes, tant par l'omission que par la précipitation. Cela renforce la perception que ce qui se profile n'est pas un épisode isolé, mais un moment de tension structurelle. C'est pourquoi, face à des événements qui bouleversent les rouages du système institutionnel, il est d'autant plus essentiel de suivre chaque développement avec une attention redoublée. Des analyses qui contextualisent, observent les tendances et apportent le poids historique de chaque choix sont indispensables dans des moments comme celui-ci. Et c'est le rôle que cette chaîne s'efforce de remplir quotidiennement. À partir de la formalisation des 7 articles de mise en accusation et de l'intensification des avertissements judiciaires concernant d'éventuelles sanctions directes, un mouvement plus large s'est amorcé entre les organes de contrôle, les commissions législatives et les instances fédérales chargées de garantir le respect des principes constitutionnels. Le Bureau des affaires législatives du ministère de la Justice, historiquement discret en période de tension politique, a publié une communication confidentielle à l'intention du Congrès, alertant sur la nécessité d'éviter tout chevauchement procédural entre les initiatives judiciaires et législatives qui portent sur le même noyau de comportement. Bien qu'il n'y ait pas eu de déclaration publique, le contenu de la note, divulguée à la presse spécialisée, a mis en évidence la préoccupation de maintenir l'harmonie institutionnelle dans des contextes de responsabilisation multiples simultanés. C'est dans ce contexte que la position des membres de la Commission de la Justice de la Chambre des représentants prend toute son importance. Ceux-ci ont commencé à organiser, en coulisses, une éventuelle audience conjointe avec des représentants du pouvoir judiciaire afin de discuter des limites de l'action coordonnée entre les pouvoirs lorsque l'objet de l'enquête comporte des risques constitutionnels. Cette proposition, encore embryonnaire, reflète une compréhension émergente selon laquelle l'épisode actuel ne peut être traité comme une simple répétition des cycles précédents de conflits politiques. L'argument central de ces parlementaires est que la simultanéité des vecteurs de responsabilité, destitution législative et éventuelles sanctions judiciaires pour désobéissance, exige un nouveau protocole d'interprétation de la part du système. Dans le même temps, les membres du Conseil administratif de supervision du pouvoir judiciaire fédéral ont lancé une enquête interne afin d'identifier les décisions antérieures qui ont abouti à des mesures coercitives directes à l'encontre de hauts fonctionnaires. L'objectif déclaré est d'établir des critères objectifs de proportionnalité et de faisabilité juridique, au cas où l'hypothèse d'une arrestation pour outrage se concrétiserait. À partir de là, le débat technique a cessé d'être une simple simulation théorique et a commencé à impliquer des décisions susceptibles d'avoir un impact sur l'équilibre fonctionnel entre les pouvoirs de la République. Cette convergence aide à comprendre pourquoi la réponse du Sénat à l'avancement des articles de destitution a été immédiate, même sans déclaration publique formelle. Des conseillers législatifs ont confirmé que la présidence de la Chambre haute a entamé, à titre préliminaire, la révision des procédures réglementaires qui seraient utilisées si les articles étaient approuvés par la Chambre. Parmi les points analysés figure la possibilité d'adopter une procédure abrégée en raison de la répétition de comportements déjà documentés dans des procédures antérieures, même si celles-ci ont été classées ou clôturées. Cette analyse anticipe un mouvement qui, dans des situations normales, ne se produirait qu'après la délibération formelle de la Chambre et renforce l'impression que le Sénat se prépare à faire face à un événement hors norme sur le plan institutionnel.
Parallèlement, des juristes liés à l'American Law Institute ont rédigé un avis technique sur la nature cumulative des articles de destitution présentés. Le document, bien qu'il soit encore en cours de révision, soutient que la pluralité des accusations articulées autour d'un même mandat peut constituer ce que l'on appelle un modèle convergent de déviation institutionnelle. 6 weeks ago, Cette thèse souligne que lorsque différents comportements sont présentés non pas comme des faits isolés, mais comme des manifestations d'un même vecteur d'érosion démocratique, le processus de jugement doit considérer l'ensemble comme une unité logique, même s'il est juridiquement divisé en articles distincts. Cette interprétation élargit la responsabilité du Sénat en indiquant qu'il ne suffit pas d'évaluer chaque accusation de manière isolée. Il est nécessaire de comprendre la chaîne des actions et leurs effets cumulatifs sur l'ordre constitutionnel. Un autre élément qui renforce la perception d'une convergence institutionnelle est l'action récente du Government Accountability Office. Dans un rapport publié quelques jours avant la formalisation des articles, l'institution avait déjà signalé des irrégularités procédurales dans les transferts de fonds fédéraux liés à des programmes exécutifs mis en œuvre au cours de la dernière année du mandat de Trump. Ces indices, bien que techniquement distincts de la procédure de destitution, ont été cités comme preuve de la récurrence de pratiques qui violent la prérogative budgétaire du pouvoir législatif. Précisément, l'un des points centraux des articles présentés. Cette convergence de documents, d'avis et de positions techniques et institutionnelles contribue à créer un environnement dans lequel la réponse à l'épisode actuel n'est plus seulement politique, mais prend la forme d'une protection structurelle du système. Des juristes liés au National Constitution Center ont mis en garde contre le risque de fragmentation institutionnelle si les pouvoirs agissent sans coordination minimale dans des processus hautement sensibles. Selon l'avis de l'entité, même l'application légale de mesures légitimes peut entraîner un dysfonctionnement systémique si elle n'est pas précédée d'une communication formelle entre les instances concernées. À partir de ces analyses, il apparaît clairement que le processus ne se déroule pas de manière isolée. Il s'inscrit dans un ensemble plus large de tensions accumulées qui vont du rôle du Congrès dans le contrôle des dépenses à la portée de l'autorité présidentielle sur les politiques internationales, en passant par la judiciarisation croissante de questions qui, en période de stabilité, seraient nos traités politiques. Le scénario actuel met en évidence les failles institutionnelles du système américain, obligeant les juristes, les parlementaires et les juges à rediscuter les fondements même de l'autonomie, de l'indépendance et de la responsabilité entre les pouvoirs. Bien qu'il n'y ait pas, à ce jour, de décision consolidée de la part du pouvoir judiciaire sur l'application de sanctions directes, la simple possibilité qu'une telle mesure soit prise pendant que le Congrès délibère sur la recevabilité des articles a suffi à provoquer une mobilisation en coulisses à la Cour suprême. Selon les médias spécialisés, les ministres de la Cour discutent de manière informelle des limites de l'action des instances inférieures dans les affaires susceptibles d'avoir un impact institutionnel important. Bien qu'aucune ingérence directe ne soit prévue, cette évolution indique que la Cour suprême suit de près les développements, ce qui constitue en soi un nouveau facteur de pression systémique. C'est sur ce point que l'épisode s'écarte encore plus des précédents historiques. Même lors des précédentes procédures de destitution, le système maintenait une séparation claire entre les différentes étapes, enquête législative, délibération politique, éventuellement évaluation judiciaire ultérieure. Aujourd'hui, ces étapes se déroulent en parallèle avec un chevauchement des décisions, des discours et des mesures administratives. Cette simultanéité, tout en accélérant la réponse institutionnelle, rend difficile une lecture unifiée du processus et impose des risques inédits de collision interprétative. L'institutionnalité américaine, connue pour sa robustesse et sa capacité à absorber les chocs, fonctionne désormais dans un environnement où la prévisibilité elle-même n'est plus une garantie. Lorsque l'escalade des actions entre les pouvoirs ne suit pas la logique du système, mais se nourrit de l'urgence mutuelle, cela signifie que l'équilibre entre légalité, gouvernabilité et autonomie fonctionnelle est en train d'être profondément rediscuté. Ce type de scénario exige une attention constante, non seulement aux faits, mais aussi à la manière dont les acteurs institutionnels y répondent. C'est pourquoi il est essentiel de suivre chaque mouvement avec analyse et contexte, c'est ce que nous cherchons à offrir ici, sans raccourci, sans bruit et avec l'engagement de comprendre ce qui est réellement en jeu. À la lumière des éléments recueillis jusqu'à présent, la réaction de l'appareil institutionnel face à l'avancée parallèle des initiatives de destitution
et à l'éventuelle application de sanctions judiciaires contre l'ancien président Donald Trump a été interprété de différentes manières par les constitutionnalistes, les spécialistes des institutions et les analystes du système politique. Un groupe important de ces observateurs estime que cet épisode témoigne d'une réponse cumulative du système lui-même à un processus prolongé d'érosion institutionnelle, marqué par une période de retenue et de report des actions les plus incisives de la part des différents pouvoirs. Selon cette interprétation, le mouvement simultané observé actuellement serait la conséquence d'une accumulation de tensions, résultant de comportements répétés qui ont mis à rude épreuve les limites normatives et opérationnelles de l'arrangement constitutionnel. Dans un sens différent, certaines analyses recommandent la modération face à la rapidité avec laquelle ces initiatives sont mises en œuvre. Certains juristes soulignent que, bien que le texte constitutionnel prévoit des mécanismes objectifs de responsabilisation des autorités, l'activation concomitante d'instruments sévères sur plusieurs fronts peut exercer une pression excessive sur le système de frein et contrepoids, avec un impact direct sur la perception publique de l'impartialité. Pour ces experts, la solidité institutionnelle ne repose pas seulement sur l'intensité des réponses, mais surtout sur la légitimité avec laquelle elles sont perçues par la société. Dans cette optique, la coïncidence temporelle entre les processus de nature politique et les mesures judiciaires potentielles peut être interprétée par l'électorat comme une forme d'alignement indu, même s'il n'y a aucune preuve de coordination formelle entre les pouvoirs. Ainsi, le débat contemporain s'articule autour de 3 dimensions centrales: la conformité juridique des procédures adoptées, la proportionnalité des réponses institutionnelles et les effets à long terme sur la perception de la stabilité démocratique. En ce qui concerne le premier point, la plupart des évaluations techniques disponibles indiquent que tant l'utilisation d'instruments réglementaires spécifiques au sein de la Chambre que la possibilité de sanctions en cas de non-respect des décisions judiciaires sont soutenues par la législation en vigueur. Néanmoins, le chevauchement temporel de ces initiatives, ajouté à l'absence de directives préalablement établies pour traiter des situations de cette nature, soulève des questions quant à la prévisibilité et à l'efficacité pratique des mécanismes constitutionnels. En termes de proportionnalité, les analystes politiques ont souligné que le nombre et la gravité des accusations, en particulier celles liées à l'appropriation indue de compétences budgétaires, à la création de structures administratives sans autorisation législative et aux pratiques de représailles contre les opposants, dessinent un schéma de comportement qui, s'il se confirme, exigerait une réponse institutionnelle cohérente. Le défi central consiste toutefois à calibrer cette réponse de manière à ce qu'elle soit suffisamment ferme pour protéger le système, sans donner l'impression d'être motivée par des considérations partisanes ou de vengeance politique. Il s'agit d'un équilibre délicat, car tout signe d'exagération peut renforcer les discours de persécution, même face à des accusations fondées sur des bases juridiques. En ce qui concerne les effets à long terme, les spécialistes en sciences politiques mettent en garde contre le risque que cet épisode ne devienne un précédent pour le déclenchement simultané de multiples mécanismes de responsabilisation dans des contextes de crise. Cette dynamique peut, d'une part, renforcer une culture de surveillance institutionnelle plus active, d'autre part, elle peut créer un environnement dans lequel l'utilisation récurrente d'instruments exceptionnels est perçue comme faisant partie intégrante du fonctionnement du système, affaiblissant ainsi son autorité en les banalisant. Le cœur de la controverse ne se limite donc pas à la responsabilisation d'un individu spécifique, mais concerne la signification que le système lui-même attribue à ses outils de contrôle et d'autocorrection. Des divergences persistent également quant au rôle que la Cour suprême pourrait assumer si les processus législatifs et judiciaires avançaient en parallèle. Bien que, jusqu'à présent, la Cour ait adopté une attitude d'observation prudente, certains anciens ministres et anciens membres du ministère de la Justice suggèrent qu'à un certain stade, une médiation institutionnelle pourrait être nécessaire pour éviter les conflits de compétences. Ce scénario deviendrait plus probable si des décisions contradictoires étaient rendues entre les instances ou si des mesures judiciaires venaient à interférer directement dans le déroulement du processus politique. L'absence de précédents clairs pour des situations de cette nature rend toute projection incertaine, et c'est précisément cette incertitude qui alimente la tension systémique observée. D'un point de vue politique, certains estiment que cet épisode marque un tournant important dans les relations entre le Congrès et l'exécutif, même si Trump n'est plus en fonction. Le fait que les anciens présidents restent soumis à des procédures de responsabilisation active, et non seulement à des évaluations rétrospectives, redéfinit les paramètres de la responsabilité après la fin du mandat.
Ce mouvement peut avoir des effets dissuasifs, mais aussi susciter des réactions défensives de la part des institutions, telles que des tentatives futures visant à limiter la portée temporelle d'instruments tels que la destitution. Le débat sur les limites chronologiques de la responsabilité institutionnelle reste ouvert et devrait occuper une place centrale dans les discussions et les réformes futures. À ce jour, aucun consensus ne se dégage quant aux développements les plus probables. Certains scénarios indiquent que l'avancement du processus de destitution pourrait amener le Sénat à se prononcer dès le premier trimestre de l'année suivante, tandis que d'autres analyses suggèrent que la pression judiciaire pourrait avoir des effets immédiats, peut-être même avant la fin des délibérations à la Chambre. L'existence d'accords informels entre les dirigeants politiques visant à éviter que plusieurs fronts n'avancent de manière désordonnée, produisant un effet domino susceptible de compromettre la stabilité institutionnelle, reste également incertaine. Le point commun entre les différentes projections est la reconnaissance que le moment exige des décisions guidées par un haut degré de responsabilité systémique. Cette perception se reflète également dans l'approche adoptée par la presse spécialisée. Contrairement aux épisodes précédents, marqués par une forte polarisation, la couverture actuelle tend à mettre l'accent sur la complexité juridique et les impacts structurels des processus en cours. Ce changement de ton suggère que le système politique, dans son ensemble, a reconnu qu'il n'y avait pas de place pour des gestes purement symboliques. Chaque décision est désormais examinée avec une rigueur analytique, avec des répercussions potentielles qui dépassent le cycle électoral immédiat. Il s'agit d'un contexte dans lequel l'institutionnel l'emporte sur le politique, et où le coût d'éventuelles erreurs prend une dimension systémique. Face à une situation aussi sensible, il est essentiel de suivre de près les prochains développements. Non seulement en raison du caractère singulier des événements, mais aussi pour ce qu'ils révèlent sur la capacité du système à faire face à des crises complexes avec équilibre, fermeté et légitimité. C'est pourquoi cette chaîne continuera à suivre, avec discernement et sobriété, chaque étape importante, en restant concentrée sur ce qui est réellement en jeu. La préservation de l'intégrité des institutions démocratiques.